La société française n'a pas fait du sujet logement un sujet de société. Mon état d'esprit, c'est qu'on va réussir ces transformations parce qu'on est cohérent dans notre action, collectif dans notre mobilisation et autour d'un objectif qui est de première qualité. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage, l'émission DY consacrée aux transformations de l'économie, des entreprises et des territoires. Pour ce nouveau numéro consacré à l'industrie de la ville, de l'immobilier, de la construction, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Pelletier, président du directoire de l'association Habitat et Humanisme, pour parler notamment de logement et de logement accompagné. Philippe Pelletier, bonjour. Bonjour Christophe. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'association Habitat et Humanisme, son histoire et puis sa raison d'être? Alors, dans notre jargon, on parle du mouvement Habitat et Humanisme parce qu'il regroupe pas mal d'entités. C'est un mouvement qui a un peu moins de 40 ans d'âge, qui a été inventé en terre lyonnaise, où son fondateur, Bernard Devers, a pensé qu'il était nécessaire d'intervenir sur un sujet, somme toute, qui apparaît aujourd'hui assez évident. Il est impératif de créer dans la ville de la mixité sociale, c'est-à-dire d'y faire vivre, comme autrefois, des gens aisés, dont on ne s'occupe pas nous, et puis des gens plus fragiles, éprouvés par la vie, souvent pauvres, auxquels nous procurons un logement dans cet espace urbain. Donc nous ne travaillons pas dans les quartiers prioritaires de la ville, mais dans les centralités urbaines, et nous produisons en somme des logements, selon différentes formes, où nous accompagnons les occupants de ces logements, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un logement, encore faut-il qu'à partir de ce logement, on se recrée une vie sociale, une place dans la société. Et en termes de nombre de personnes qui accompagnent le mouvement Habitat et Humanisme, en termes de salariés, de bénévoles, on est sur quel... Alors, le mouvement, c'est d'abord 56 associations territoriales. C'est d'elles que tout part. Je suis au directoire de la fédération qui regroupe les associations, et les vrais patrons, ce sont les associations territoriales. Elles sont de taille évidemment différentes. 56, ça veut dire qu'on couvre presque tout le territoire, mais pas complètement. Et à partir d'elles, nous mettons en mouvement 3 branches d'activité que sont le logement, l'activité initiale, le soin, qui nous conduit aujourd'hui à avoir la gestion et souvent la propriété de 50 EHPAD, et puis l'urgence, qui nous conduit aujourd'hui à mettre en place un gros millier de places d'hébergement pour des réfugiés. Donc le logement, c'est 10 000 logements, la moitié que nous détenons en propriété à travers une foncière, la moitié que nous prenons auprès de propriétaires dits solidaires qui acceptent de nous confier les clés d'un logement pour y loger une personne fragile à des loyers très bas, dès lors qu'on accompagne ces personnes dans le logement. Pour faire vivre tout cela, environ 5000 bénévoles à travers le territoire, qui accompagnent donc ces familles ou ces personnes seules dans leur logement, et puis 1500 salariés, un peu plus, en regroupant les salariés qui travaillent dans les EHPAD et ceux qui travaillent, les travailleurs sociaux, qui accompagnent les réfugiés ou les habitants de nos logements. Alors je rebondis sur un sujet sur lequel il est impossible de ne pas évoquer, c'est l'accueil des réfugiés dans le cadre de la crise ukrainienne. Et je sais que le mouvement est impliqué assez fortement sur ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, et puis, concrètement... tous les réseaux associatifs sont d'une façon ou d'une autre concernés, tous ceux qui œuvrent dans le domaine du logement sont concernés par cette entrée de réfugiés qu'il faut accueillir sur notre sol. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que le flux de ces réfugiés est inégal. On ne sait pas le mesurer exactement. Certains ne sont que
de façon transitoire sur le sol français pour essayer de regagner la Grande-Bretagne ou le Portugal, qui est très attractif pour beaucoup d'Ukrainiens parce qu'il y a une diaspora importante là-bas. Mais certains se fixent ici sur le territoire et il faut donc arriver à les accueillir. Il y a des plateformes d'accueil absolument formidables. J'ai été passer quelques heures porte de Versailles pour voir comment on accueille ceux qui débarquent des trains dans la capitale. Et on les oriente d'abord vers un lieu d'hébergement, le temps que les papiers soient mis en place, que les financements soient à leur disposition. Et après, et c'est là où nous intervenons, nous les accueillons dans des logements. Donc nous avons aujourd'hui des logements en attente de réfugiés un peu partout sur le territoire, en espérant qu'ils accepteront de ne pas se concentrer uniquement dans le territoire francilien, mais qu'ils accepteront d'aller sur l'ensemble du territoire. Si on parle des projets portés par le mouvement, aujourd'hui, quels sont peut-être les 2-3 projets très emblématiques ou ceux qui prennent beaucoup de temps, d'énergie, de passion au sein du mouvement, à la fois des projets de ces derniers mois ou ceux qui sont devant vous en 2022? Je vais en évoquer 3 pour, en somme, montrer que notre feuille de progression ne va pas nous conduire à sommeiller. Le premier projet, c'est évidemment de se développer, parce qu'on sent que les fragilités dans la société ne se sont pas réduites au moment de la crise sanitaire. On sent que les besoins de personnes qui sont fragilisées par la vie sont réels et qu'il faut adapter une réponse de logement aux besoins. Donc on a un travail de développement et d'innovation qui nous mobilise beaucoup. On a déjà inventé des formes d'habitat, on inventera de nouvelles formes d'habitat au plus près des demandes. Le deuxième poste, c'est peut-être accéléré par la crise sanitaire, c'est de penser que le couple logement et santé va être un couple de plus en plus étroit. Nous accueillons dans des logements des gens fragiles. La perspective de les conduire dans nos maisons de santé, que sont les EHPAD, existe, mais nous savons que les évolutions démographiques ne permettront pas d'accueillir tout le monde. Et donc notre idée, c'est d'amener le soin à domicile, que ce soit le soin psychique, le traitement de la dépendance, ou que ce soit le soin tout court. En somme, nous essayons d'inventer une interaction entre nos EHPAD et les lieux de vie que sont les logements collectifs dans lesquels nous accueillons ces personnes fragiles. Puis le troisième objectif qu'on a, pour faire vivre tout cela, c'est d'accroître le nombre des bénévoles que nous avons. On a un formidable réseau de bénévoles qui est resté mobilisé au lendemain de la crise sanitaire, alors que beaucoup de réseaux associatifs souffrent de la perte de leurs bénévoles. Ça ne s'est pas produit chez nous, mais il faut accroître le nombre des bénévoles, parce que on va pas produire des logements secs, on produit du logement accompagné, donc il faut bien des gens pour conduire cet accompagnement. Et pour cela, il faut qu'on invente des formes de bénévolat au goût d'aujourd'hui. Il faut que des gens jeunes puissent s'investir comme bénévoles sans qu'ils aient l'impression de risquer d'être boulottés par le système. Donc inventer du bénévolat de mission, inventer du bénévolat à durée déterminée, c'est un chemin vers lequel on s'engage. J'aimerais bien aussi avoir votre regard sur la situation du logement en France. Et évidemment, le mouvement Habitat Humanisme est sur un volet spécifique d'accompagnement au logement et puis d'accompagnement des personnes. D'une manière générale, on voit que le sujet du logement est globalement absent des programmes présidentiels, de très absent à absent, alors que c'est pourtant un enjeu majeur pour tout un tas de raisons économiques, de pouvoir d'achat et puis sociales, parce que c'est là où on vit tous les uns et les autres. Comment vous expliquez que le sujet du logement en général soit si absent des débats, des discussions, finalement, quelque part aussi des priorités? C'est une situation vraiment très étrange.
même si elle n'est pas nouvelle, puisque depuis que j'observe les campagnes électorales, aucune ne s'est véritablement saisie du sujet du logement. Il y a eu autrefois, en 2007, Nicolas Sarkozy qui avait prôné une France de propriétaires, vous vous rappelez peut-être. Bon, ça avait fait un peu pchit, mais enfin, à part cela, le sujet n'est pas en tête de gondole des programmes présidentiels. Alors, il n'est pas non plus en tête des préoccupations des Français. Quand vous regardez les préoccupations, le pouvoir d'achat est très en tête, mais il est déconnecté de manière un peu étrange de la question du logement, qui arrive, environ 15% des gens ont une préoccupation logement, et c'est les 15% de gens qui ont effectivement une situation de mal logement, de suroccupation, d'absence de logement, de difficulté de vieillir dans le logement, etc. Donc, en somme, la société française n'a pas fait du sujet logement un sujet de société, même s'il y a des souffrances dans le logement, comme je viens de le dire, et ça reste donc un sujet parmi d'autres dont les candidats à l'élection présidentielle ne se saisissent pas. Puis l'autre raison est peut-être que ce sujet est avant tout un sujet d'élus locaux, c'est un sujet de territoire, et en somme, c'est un peu compliqué au plan national d'essayer de le régenter, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il est compliqué de se saisir d'un sujet sur lequel on n'a pas la maîtrise entière. Pourtant, c'est un sujet tout à fait fort, mais qui connaît des évolutions intéressantes. Je me suis inscrit en faux récemment contre ce propos que la mandature qui s'achève aurait été inutile en matière de logement. Non, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé plein de choses, notamment sur le logement des personnes très fragiles, où on a à la fois assuré un hébergement massif, 220 000 hébergements mis en place, ça ne s'était jamais fait, et où on a multiplié les pensions de famille, qui sont les lieux qui permettent d'accueillir de la rue au logement des personnes sans logis. Cette doctrine-là, qui consiste à dire il faut leur donner les clés d'un logement à eux pour qu'ils se reconstruisent, elle prend corps, elle se développe. Nous avons, nous, 50 pensions de famille et 25 qui sont aujourd'hui en chantier. Donc, il s'est passé quelque chose là. Il s'est passé quelque chose sur l'équilibre entre l'action de produire des nouveaux logements et l'action de recycler des logements existants. Pendant des années, on ne raisonnait qu'avec le flux. Les mises en chantier étaient le baromètre de la politique du logement. Ce n'est plus le cas, et c'est une bonne nouvelle, parce qu'on a besoin de travailler sur l'existant, qui a besoin de progresser. Retenez par exemple que on peut dire que un logement sur deux aujourd'hui est occupé par au maximum une personne. Si je compte les 30 millions de résidences principales et que j'y ajoute les 3 millions de logements vacants et les 3,5 millions de résidences secondaires, 36,5 millions de logements, eh bien vous avez plus de 18 millions de logements qui soit sont vacants, soit occupés de manière très intermittente, les résidences secondaires, soit sous-occupées parce qu'il y a une personne seule qui les occupe. Voilà un sujet de réflexion sur lequel on pourrait travailler, on pourrait peut-être être plus intelligents ensemble, en essayant de se dire que cette ressource-là, il faut la valoriser, plutôt que de toujours essayer de gagner sur l'espace rural pour construire de nouveaux lieux d'habitation. Voilà un exemple parmi d'autres qui me conduit à dire qu'il y a affaire en matière de politique du logement, qu'il y a place pour de l'innovation. Et vous évoquiez le fait qu'il s'est passé beaucoup de choses, ou en tout cas qu'il s'est passé des choses ces dernières années. On voit que des réglementations à la fois européennes assez structurantes se mettent en place, des réglementations nationales, une belle énergie aussi des industriels de l'immobilier et de la puissance publique et des territoires. S'il y avait 2 ou 3, je dis pas actions, mais sujets sur lesquels il faut accélérer sur cette année 2022, notamment pour les nouvelles équipes qui vont arriver au sein du gouvernement, et puis les nouveaux députés à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous leur recommanderiez de mettre en haut de la pile
même si c'est un sujet qui est éminemment territorial. Je peux évoquer deux idées. Emmanuelle Wargon, la ministre chargée du logement, a, vous le savez, demandé un rapport sur la qualité de la construction. En d'autres termes, elle donnait un signal, et c'est peut-être le moment de travailler qualité, pas seulement quantité. Et les propositions qui ont été faites sont bien intéressantes, et elles arrivent à un moment où on va augmenter considérablement, on va améliorer considérablement la qualité des constructions nouvelles avec la nouvelle réglementation environnementale qui vient de démarrer et avec le label qui complétera cette réglementation dans les prochains mois. En somme, et enfin, après s'être intéressé à la maîtrise des consommations d'énergie dans nos logements, on s'intéresse à la maîtrise du poids carbone du bâtiment en le mesurant au cours de son cycle de vie, dans sa phase de construction, d'exploitation et de déconstruction sur une période de 50 ans. Ça paraît peut-être être un peu technique, cette idée. Elle est extraordinairement puissante pour modifier la chaîne de production de logements, pour nous conduire à inventer de nouveaux matériaux, des équipements bas carbone, pour revoir la chaîne de production des logements, faire travailler ensemble les équipes. Il y a là quelque chose de tout à fait puissant. Donc ça, c'est la première chose, assez remarquable, la qualité avec la maîtrise du poids carbone du bâtiment. C'est une voie de progrès qu'il va falloir suivre. Et la deuxième chose, là aussi les chiffres sont tout à fait spectaculaires. L'an dernier, un peu plus de 700 000 logements ont bénéficié de ce coup de pouce public qu'on appelle MaPrimeRénov', qui permet de faire des gestes de rénovation énergétique des logements. Bref, de réduire leur consommation d'énergie et, ce faisant, d'en améliorer le confort. Et là, on a des progrès à faire puisque ces aides ont surtout accompagné des gestes et non pas des rénovations globales, et qu'il faut basculer vers des rénovations plus amples qui réduisent considérablement la consommation d'énergie de ces bâtiments. Ça, c'est un chantier nécessaire. Le GIEC vient de nous le rappeler. Les outils sont sur la table, il nous reste à les actionner, et voilà un chantier majeur. Et puis le troisième chantier qu'on peut ajouter, c'est celui que vous avez évoqué dans votre question. Peut-être qu'il faut être plus clair sur la décentralisation de la politique du logement. Faut-il la confier aux communes, aux intercommunalités? Faut-il coupler cela avec une compétence régionale, une faculté d'adaptation des règles au particularisme des territoires? Je ne sais pas la réponse, mais je sais que la question doit être posée parce que cet écartèlement entre l'État et les élus locaux n'est pas suffisamment robuste pour accompagner la politique du logement dont on a besoin. Philippe, nous arrivons au terme de cette conversation. Peut-être une dernière question. Ça m'intéresserait de connaître votre état d'esprit pour 2022 en tant que président du directoire du mouvement Habitat et Humanisme. Comment vous envisagez cette année, tous les défis qui s'annoncent, qui sont passionnants, humains, qui sont économiques, sociaux? Dans quel état d'esprit vous situez? Alors j'ai la chance immense d'être dans un mouvement dans lequel à la fois il y a beaucoup d'intelligence, donc une capacité d'innovation, notamment on a fait preuve dans le passé d'ingénierie financière pour arriver à développer notre activité. Donc à la fois un terreau humain de belle intelligence qui est là à l'œuvre, et à la fois une grande bienveillance entre l'ensemble des acteurs qui sont centrés sur cette mission d'accueil et d'accompagnement qui est tout à fait fondamentale. Et donc on a là les ingrédients pour pouvoir conduire un développement, parce qu'on a des hommes et des femmes qui à la fois comprennent les évolutions, ont une faculté d'adaptation au changement qui est assez grande et sont capables de se dépasser pour conduire les développements. Donc j'ai beaucoup de chance d'être à ce moment-là du développement
de notre mouvement, qui a besoin de grandir, parce qu'encore une fois, les détresses environnantes sont nombreuses, qui a besoin de renforcer l'action de prendre soin des fragilités de notre société à travers le logement. Et nous avons donc un plan stratégique de développement qui nous porte le regard pour le moment à 2025, qui nous conduit à être tous ensemble actifs. Donc c'est beaucoup de chance et c'est ça mon état d'esprit, c'est qu'on va réussir ces transformations parce qu'on est cohérent dans notre action, collectif dans notre mobilisation et autour d'un objectif qui est de première qualité. Philippe, un grand merci d'avoir accepté notre invitation, un grand merci pour cet échange. Mais merci beaucoup de m'avoir ainsi prêté attention et permis de porter à travers votre réseau ce beau mouvement qu'est Habitat Humanisme. Merci Philippe. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de décryptage. À très bientôt.